Je vais aujourd'hui parler d'un angle mort et heureusement de moins en moins mort de l'éducation en France, qui est la question, on va dire, le chapeau, ça va être les compétences sociales et comportementales, dont ici je mentionne par exemple la confiance, la coopération, l'autonomie des élèves. Pourquoi et comment développer ces compétences sociales et comportementales. Donc si Stan, tu as une réforme à faire, je veux bien qu'on en tienne compte. Justement, après cette présentation, j'espère que vous serez convaincus qu'il faut absolument tenir compte de ces compétences dans le système éducatif et voir comment est-ce qu'on peut faire pour les développer. Donc mon propos sera en 4 temps. D'abord, je vais expliquer ce qu'on appelle compétences sociales et comportementales et vous montrer que c'est un des talons d'Achille français, une très importante faiblesse en fait des élèves français. Et ensuite, je vais vous montrer des impacts qui ont été présentés dans la littérature, surtout une littérature économique, mais pas seulement, l'impact de ces compétences, à la fois sur la réussite scolaire, ce qui évidemment est le sujet majeur aujourd'hui, mais aussi sur l'insertion professionnelle et aussi les bénéfices publics pour la société en général de ces compétences sociales et comportementales. Et je tiens à dire qu'en fait, on ne développe pas ces compétences seulement pour elles-mêmes, même si c'est important d'avoir une capacité à coopérer, à se faire confiance, à faire confiance aux autres. Ça peut être recherché en tant que tel, mais en tant qu'économiste, on va aussi rechercher ces compétences en tant qu'elles favorisent la réussite scolaire, l'insertion professionnelle et qu'elles ont des bénéfices pour la société en général. Et donc, enfin, je finirai par des recommandations. Alors, que sont les compétences sociales et comportementales? Les compétences comportementales, ça va référer à tout ce qui est rapport à soi-même. Donc, on va retrouver dans les compétences comportementales, dans le rapport à soi, de l'estime de soi, une forme d'optimisme par rapport à ses chances de réussite, un état d'esprit de développement. Je vais expliquer tout de suite après ce que ça veut dire, l'état d'esprit de développement. Un locus de contrôle, ça aussi j'expliquerai ce que ça veut dire, et la capacité, en fait tout ce que je viens de citer, ça réfère à un sentiment qu'on est capable de progresser, qu'on est capable, en faisant des efforts, d'y arriver. Et puis il y a également des compétences très importantes qui sont le contrôle de son impulsivité et l'autodiscipline. Donc cette capacité à réfréner un plaisir immédiat pour un plaisir futur plus important. Et puis dans le champ des compétences sociales, donc là on va parler du rapport aux autres et de la qualité du rapport aux autres. Donc entre autres, on va avoir la capacité à coopérer, à être empathique, à respecter, à tolérer, à contrôler également l'impulsivité, l'agressivité par rapport aux autres, mais également le sentiment d'appartenance, le sentiment de faire partie d'une équipe que l'on soutient et par laquelle on est soutenu. C'est également dans le champ des compétences sociales. Alors là, j'emploie ces termes, compétences sociales, compétences comportementales. En fait, la terminologie est très dispersée, très foisonnante. Vous avez tout à l'heure entendu parler de hard skills et soft skills, donc ce sont les soft skills. Je n'utilise pas ce terme parce qu'en fait, soft, on a l'impression que c'est moumou et que ce n'est pas très important, ce qui justement est l'inverse de mon propos. On parle parfois, et à tort évidemment, de compétences non cognitives, comme si ça se passait ailleurs que dans le cerveau, alors que non, ça se passe dans le cerveau. Ce sont des compétences cognitives, mais c'est un terme qui est employé, que vous avez peut-être déjà entendu. On parle également de compétences socio-émotionnelles ou ce genre de termes. Donc voilà, c'est pour remettre les idées au clair qu'on parle bien de la même chose. Alors, je vous donne des exemples d'items. Je ne vais pas évidemment faire une description approfondie des mesures, mais juste pour vous donner un exemple, parce que peut-être que ces items vous aideront à voir ce qu'il y a derrière ces compétences. Et justement, la question des mesures est venue tout à l'heure, donc comment est-ce qu'on les mesure? Donc, par exemple, pour l'estime de soi, on va pouvoir avoir un certain nombre d'items. Là, j'en ai un, mais évidemment, il y en a beaucoup qui permettent... il faut accumuler beaucoup d'items pour construire un indice d'estime de soi. Donc, par exemple, on va demander à un adolescent de dire à qui il ressemble. Donc, on lui dit, certains jeunes apprécient ce qu'ils sont, d'autres jeunes souhaiteraient être quelqu'un d'autre. Et toi, est-ce que tu es plutôt dans ceux qui apprécient ce qu'ils sont ou dans ceux qui souhaitent être quelqu'un d'autre? Et en multipliant ce genre d'items, et on peut avoir des items qui sont plus axés sur la compétence, le sentiment d'estime de soi scolaire, on va pouvoir construire un score d'estime de soi.
Le sentiment d'efficacité personnelle, ça va être par exemple mesuré par une question du type « je sens que je peux gérer plusieurs choses à la fois » ou « je sens que je suis capable de progresser si je travaille, si je mets des efforts, etc. etc. » Donc c'est le sentiment de pouvoir accomplir une tâche, d'avoir la capacité à réaliser des choses. Le locus de contrôle, donc j'en parlais, c'est important, le locus de contrôle, c'est le sentiment que vous avez, que vous maîtrisez vous-même les clés de ce qui vous arrive ou que ce qui vous arrive dépend plutôt de facteurs extérieurs. Donc si on a un locus de contrôle interne, c'est qu'on a plutôt tendance à penser que ce qui nous arrive est sous notre maîtrise, dépend de nous, en fait, de nos efforts et de nos stratégies. Alors que si on a un locus de contrôle externe, on va plutôt avoir tendance à attribuer à des facteurs extérieurs que l'on ne contrôle pas, comme son environnement familial ou ses professeurs, ses pairs à l'école ou encore tout un tas d'autres facteurs, ce qui nous arrive. Donc on va pouvoir le mesurer justement avec ce genre de questions où les gens disent s'ils sont plus ou moins d'accord. Sans une bonne part de chance, personne ne peut accéder à des responsabilités. Donc là, c'est indépendamment du cadre scolaire, c'est le type de questions qu'on pose et vous pouvez évidemment l'appliquer à l'école. Alors l'état d'esprit de développement, donc je disais que c'était très important, je vais y revenir après dans ma présentation. Donc c'est un concept qui est très simple. L'état d'esprit de développement, c'est penser que l'intelligence est quelque chose de malléable qu'on peut faire évoluer. On en parlait tout à l'heure de l'intelligence, du QI. Il y a eu cette question sur le QI. Est-ce que le QI est génétique, plus ou moins fortement génétique? Évidemment, la réponse est oui, en partie. Mais la question est dans quelle mesure est-ce que c'est génétique? Et donc, justement, je profite de la question qui a été posée pour y répondre partiellement, puisqu'on a fait une revue de littérature avec mes collègues en sciences cognitives, précisément sur cette question, parce que quand on veut développer un état d'esprit de développement, on insiste beaucoup sur l'idée que l'intelligence est malléable et qu'on peut la faire progresser avec des efforts. Il ne faudrait pas mentir aux gens. Si ce n'est pas vrai, il ne faut pas qu'on leur dise ça. Et donc, on a fait une revue de littérature qui... donc cette littérature, elle est assez ancienne d'ailleurs, et elle est essentiellement basée sur ce qu'on appelle les twin studies, donc les études de jumeaux, avec des protocoles de recherche qui consistent avec les vrais jumeaux, notamment qui ont le même patrimoine génétique, mais qui ont potentiellement grandi dans des milieux différents, entre autres. Donc c'est des études qui ne sont pas complètement robustes sur le plan méthodologique, donc il ne faut pas croire qu'on a une réponse définitive à la question, mais en tout cas, si on fait un peu la synthèse de toutes ces études, elles montrent que la part de la génétique représente entre un tiers et pas plus de la moitié, en tout cas, des performances de l'intelligence, du QI. Donc en fait, le message principal, c'est que certes, la génétique influence le QI, mais en tout cas, il y a une énorme marge de manœuvre. Elle est peut-être même majoritaire, cette marge de manœuvre. Donc, justement, l'état d'esprit de développement, en fait, il insiste sur cette marge de manœuvre plutôt que d'insister sur le caractère fixiste, le caractère « j'y peux rien, c'est comme ça, je suis bête » ou « je suis intelligent ». En fait, il insiste au contraire sur la capacité de développer l'intelligence. Et donc voilà, ça a été développé par une psychologue américaine, Carol Dweck, et depuis, on entend de plus en plus parler de cette compétence-là. Et enfin, un autre exemple, donc le sentiment d'appartenance, comment est-ce qu'on mesure le sentiment de faire partie de l'équipe? On pose une question du type « je me sens comme un étranger à l'école » et on demande à l'enfant s'il est tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou totalement en désaccord. Et encore une fois, il s'agit juste d'un exemple d'item, mais en fait, il faut multiplier les items qui approchent la même chose pour ensuite construire des scores. On a aussi la possibilité, par exemple, de mesurer par des jeux de confiance ou des jeux de coopération où on fait jouer concrètement, on met des adultes, des enfants, des adolescents dans des groupes, on les fait jouer et on peut mesurer par l'observation de leur comportement, ce qu'on appelle donc des tâches comportementales, leur capacité à faire confiance ou leur capacité à coopérer, par exemple. Donc ça, ce sont d'autres types de mesures qui ne reposent pas sur le déclaratif, mais qui reposent sur l'observation des personnes en situation de tâches comportementales. Alors, donc, deuxième point très important, c'est le déficit de ces compétences parmi les élèves français. Alors là, je vais parler que des élèves,
Mais sachez, puisque nous sommes des adultes, que ça vaut aussi pour nous les adultes. Les enquêtes auprès des adultes qui sont menées, notamment l'enquête PIAC qui est menée par l'OCDE également auprès des adultes, montrent à peu près exactement les mêmes déficits. Il n'y a pas de miracle, à 18 ans, on ne devient pas complètement différent de ce qu'on voit chez les adolescents. Donc par exemple, sur l'état d'esprit de développement, ici, ce que je vais représenter, donc la ligne noire, c'est la moyenne de tous les pays de l'OCDE. D'accord ? Donc on a standardisé. Et en fait, chaque bâton représente un pays. Et le pays qui est en gras est la France. Donc ce qu'on voit, c'est que la France est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE concernant le score d'état d'esprit de développement. Donc la croyance que l'intelligence est quelque chose qui peut évoluer et qui peut s'entraîner et se développer. En fait, donc justement, c'est important qu'on sache que c'est vrai que l'intelligence peut se développer pour que, en fait, normalement, 100% des gens devraient répondre oui, d'accord, devraient avoir un score d'état d'esprit de développement. Vous pourriez vous dire, bah oui, mais en fait, les élèves français, ils ont raison, ils sont beaucoup plus lucides que les autres. Non, ce n'est pas le cas. En fait, quand on a un état d'esprit de développement qui n'est, enfin, quand on ne pense pas que l'intelligence peut se développer, on a tort, scientifiquement parlant. Et donc la France est plutôt du côté des pays déficitaires. Alors on a d'autres mesures qu'on a rassemblées avec Yann Algan et Corinne Prost dans une étude il y a quelques années. On a utilisé les enquêtes PISA, je ne l'ai pas dit, hein, le graphique précédent vient des enquêtes PISA. Là on a compilé, donc toujours pareil, la barre noire c'est la moyenne de l'OCDE. Et puis on a montré quelques pays qui nous semblaient des pays auxquels on aime bien se comparer. Donc par exemple l'Allemagne en bleu foncé, la France est en noir. L'Allemagne en bleu foncé, les États-Unis en bleu moyen, disons, et la Scandinavie en bleu plus pâle. Et donc on représente différents scores qui approchent les compétences comportementales. Donc par exemple le premier indice qui est représenté, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est un peu la face, le revers de la confiance en soi. Hein, je suis anxieux si j'ai peur d'échouer, et donc si je ne me sens pas... c'est pas une mesure évidemment parfaite de la confiance en soi, mais on voit bien qu'il y a un rapport entre le fait d'être anxieux et le sentiment de compétence. Et ce qu'on voit, c'est que la France a les élèves français, donc à 15 ans, c'est PISA, ont un niveau d'anxiété qui est nettement au-dessus des pays de l'OCDE, alors même que nos pays voisins, alors les États-Unis, c'est pas très voisin géographiquement, mais enfin, vous voyez les pays auxquels on peut se comparer, ont au contraire des niveaux d'anxiété qui sont nettement inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc là, il y a vraiment une caractéristique française qui est très préoccupante de voir que les élèves sont plus anxieux que la moyenne. Pour le deuxième indice, c'est le sentiment de compétence en mathématiques. On voit que le sentiment de compétence en mathématiques, alors c'est pas avec la présentation qu'on vient d'écouter qu'on va, comment dire, on peut se dire, bah oui, mais ils ont raison, effectivement, les élèves français en mathématiques ont de grandes difficultés, ce qui est vrai, évidemment, et on l'a très bien démontré dans la présentation précédente. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est vrai des autres pays aussi. C'est-à-dire que le plongeon qu'on voit en France, on le voit dans les autres pays. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je veux rajouter à la présentation qu'on vient d'entendre, parce que c'est pas français, la baisse en mathématiques. En fait, en termes relatifs, la France reste dans la moyenne des pays de l'OCDE. Elle l'est depuis les années 2000, elle le reste aujourd'hui. Donc ce plongeon, il est commun. Donc il n'y a aucune raison. Alors, non seulement le plongeon, il est commun, mais en plus, les élèves français sont moyens. Donc, on peut s'attendre à quoi? Que leur sentiment de compétence soit moyen, donc à 0. Ça, ce serait rationnel, ça correspondrait bien à la réalité de leur niveau. Or, ce qu'on voit, c'est que nos élèves qui sont moyens se considèrent en dessous, puisqu'il y a davantage il y a une moindre perception de ces compétences, alors que pour nos pays voisins, les États-Unis, par exemple, on n'a pas des scores fabuleux non plus, mais eux, leurs élèves se pensent évidemment plus performants qu'ils ne le sont en vrai peut-être. Donc il y a un sentiment de compétence qui est déficitaire et qui ne correspond pas à la réalité. On peut aussi le voir sur un indice, donc l'indice 3, c'est l'indice de persévérance. Nos élèves sont beaucoup moins persévérants. Ils abandonnent, face à une difficulté, ils abandonnent plus rapidement. On peut aussi voir qu'il manque d'ouverture à la résolution de problèmes. C'est quoi l'ouverture à la résolution de problèmes? C'est le fait d'avoir envie d'essayer, de ne pas connaître quelque chose, mais de s'y mettre. Et en fait, nos élèves manquent également d'ouverture, donc d'envie, de plaisir de s'y mettre et d'apprendre et de faire les choses, ce qui est relié à l'anxiété, probablement. C'est-à-dire que comme ils sont plus anxieux et qu'ils ont moins confiance en eux,
ils n'ont pas cette démarche d'être ouverts à la résolution de problèmes. Et puis, on voit que le locus de contrôle est plus externe. Là, c'est très très fort, hein, l'écart par rapport à la moyenne des autres pays est très fort. On a des élèves pour qui le locus de contrôle est beaucoup plus externe et donc, par contraposé, moins interne. Donc, en gros, nos élèves pensent plus qu'ailleurs que ce qui leur arrive dépend de l'extérieur, de contraintes extérieures et non pas de leur stratégie, de leur travail, de leurs efforts à eux. D'accord ? Donc là, j'ai dépeint un paysage assez pessimiste, mais il faut justement, c'est pas le thermomètre que casser, c'est le thermomètre, il nous dit quelque chose, et il nous dit depuis 20 ans, le thermomètre. Alors en fait, j'exagère parce que ces dimensions-là, elles n'ont pas été mesurées dans les premières études PISA, donc ça fait une bonne quinzaine d'années que le thermomètre nous dit ça, et qu'il est temps d'en prendre conscience, et en tout cas d'y faire attention. Alors pour la coopération, c'est la catastrophe. Nous sommes le dernier pays de tous les pays de l'OCDE dans la capacité. En fait, l'indice de coopération, il mesure comment les élèves voient la pratique coopérative et comment ils l'utilisent. Et alors là, on est les derniers. Donc je pense que c'est également, évidemment, du côté des compétences sociales, un très gros souci. Et si on prend d'autres indices qui sont également dans PISA, le sentiment d'appartenance, alors, il est légèrement inférieur à l'OCDE, donc là, l'écart est moins grand, on en est presque à se réjouir que l'écart, même si on est en déficit, ce soit moins éloigné de la moyenne. Et puis, le score de résolution collaborative de problèmes, donc on demande à des élèves de coopérer pour ensemble résoudre un problème, nous nous trouvons à nouveau en dessous. Bon. Donc, je pense vous avoir convaincu que nous avons un problème dans le système éducatif et la société française en général, parce que, encore une fois, ça se retrouve chez les adultes, en termes de compétences sociales et comportementales. Alors, vous pourriez me dire, en fait, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est parce que c'est pas forcément ça qui compte dans la réussite éducative. Donc maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ça compte dans la réussite éducative. Ce n'est pas juste des compétences qu'on peut souhaiter en elles-mêmes, mais c'est des compétences instrumentales, en fait, pour la réussite scolaire et pour l'insertion professionnelle, avec des bénéfices publics qui sont importants. Donc, pour prendre un premier exemple, on a toute une série d'études qui commencent à se multiplier dans plusieurs pays, la Norvège, les États-Unis, la Turquie et la France, puisque j'ai participé à une expérimentation sur cette thématique au collège, dans des collèges Repérez Plus en France. On a donc tout un ensemble de littérature qui nous dit que quand on développe l'état d'esprit de développement chez les élèves, qu'ils soient, souvent c'est plutôt des adolescents, donc quand on essaye de les former à l'idée de l'intelligence est quelque chose que tu peux entraîner, que tu peux développer grâce à plus d'efforts, plus de travail, donc c'est des formations qui sont très simples dans le message. C'est un peu le « yes, we can » qu'on a tendance à critiquer, mais effectivement, c'est un peu ça le message de ces programmes-là. Et ces programmes ont tous montré des effets positifs et significatifs sur des tests scolaires, sur les notes des élèves, sur des apprentissages même 2 ans et demi après les interventions. Et nous, au collège, en France, donc on a mené cette expérimentation de manière expérimentale, c'est-à-dire que, comme l'a dit Philippe Aguillon tout à l'heure, on a des collèges dans lesquels il y avait des classes qui recevaient le programme, tirées au sort, et des classes qui ne recevaient pas ce programme, qui étaient également tirées au sort. Donc nous avions 100 collèges, Repérez Plus, des échantillons de groupes de classes tirés au sort dans lesquels le programme était mis en place. Et ce programme, c'est seulement 12 sessions, donc étalées sur 4 ans. Donc vous voyez, c'est très léger comme type de programme, c'est-à-dire qu'on va 3 fois par an, une association venait dans la classe entière, et ce n'était pas du tout individuel, c'était toute la classe, et puis il faisait cette formation à l'état d'esprit de développement. Et on a vu des effets positifs sur l'état d'esprit des élèves, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il n'y a pas de fatalité. Un élève n'est pas génétiquement dans un état d'esprit fixiste. Et la culture des parents, la culture des enseignants, elle existe, mais elle n'est pas
elle n'empêche pas l'élève d'évoluer dans la perception de l'état d'esprit de développement et de sa capacité donc à développer son intelligence. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on aurait pu penser quelque chose d'extrêmement culturel, on pouvait rien faire du tout. Ce n'est pas le cas. Donc on voit que les perceptions évoluent, on voit le comportement en classe des élèves qui s'améliore. Les enseignants, on fait passer des questionnaires aux enseignants pour leur demander si l'élève se met au travail rapidement, s'il rend son travail à l'heure, s'il est curieux d'apprendre, enfin plein de choses sur le comportement des élèves en classe. Et quand on compare les élèves qui ont reçu la formation et les élèves qui n'ont pas reçu, on voit une amélioration chez les élèves qui ont reçu la formation. En fait, ils ont compris le message que s'ils étaient attentifs en classe, s'ils étaient plus concentrés, s'ils participaient mieux, ça allait développer leurs résultats scolaires, leur intelligence. Et donc, ils se comportent mieux et à la fin, les résultats scolaires s'améliorent. Donc, on a vraiment de quoi, au niveau scientifique, on a de quoi prouver que agir sur l'état d'esprit de développement, c'est possible et ça a des effets sur la réussite scolaire des élèves. Il y a également, alors ça c'est très précieux pour les chercheurs parce qu'il y a un organisme anglais qui s'appelle Education Endowment Foundation qui fait des revues de littérature de tous justement les travaux scientifiques pour essayer de voir quelles sont les actions éducatives qui ont le plus d'impact sur les connaissances, sur l'apprentissage des élèves. Et donc en fait, on voit en abscisse ici la taille de l'effet moyen de ces interventions et en ordonnée ici, vous voyez le coût de ces interventions. Donc, par exemple, là, je ne l'ai pas allumé, mais la réduction de la taille des classes, qui est effectivement une action importante gouvernementale depuis 2017, c'est une action qui est coûteuse, parce qu'il faut recruter évidemment les enseignants pour réduire les effectifs, qui, dans la littérature internationale, a des effets modéré, d'accord. Donc c'est pas la politique qui a le plus d'effet en termes d'apprentissage. L'évaluation qui a été faite sur les données françaises suite au dédoublement de REP et des REP+, en fait la réduction de taille des classes, elle est même plutôt à ce niveau-là, ici la 0,10. C'est plutôt ça l'effet qu'on a trouvé sur les données françaises. Vous voyez, donc c'est bien, je veux dire, il faut pas regrossir les classes, c'est pas mon propos du tout, mais ça ne suffit absolument pas de réduire la taille des classes. Si on ne transforme pas les pédagogies, si on ne transforme pas l'état d'esprit des élèves et leur motivation à apprendre, en fait, on a des effets qui sont très décevants relativement au coût. Donc en fait, maintenant, il faut agir sur d'autres leviers pour gagner davantage en efficacité sur ce dédoublement de CP. Donc là, ce que j'avais allumé, c'est l'apprentissage coopératif. Parce que l'apprentissage coopératif, ça fait partie des pratiques pédagogiques qui ont été le plus étudiées, avec un niveau de confiance dans les résultats élevé, et qui montrent des effets qui sont bien plus importants par rapport à la réduction des tailles de classe. Donc ça, c'est une politique, et en plus, elle coûte rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de matériel. Il faut former les enseignants, d'accord, à utiliser le travail coopératif. Donc, évidemment qu'il y a un coût de formation, mais c'est un coût pour toute la vie, après, de l'enseignant. Il peut toute la vie mettre en place des structures coopératives dans sa classe, et ça aide énormément à progresser pour les élèves. D'autres, je ne vais pas les mentionner tous, mais je voulais mettre l'accent sur, on va dire, l'intervention éducative qui a l'impact le plus élevé, c'est le feedback. Le feedback, c'est-à-dire de faire des retours individualisés aux élèves pour, en fait, les aider à identifier là où ça va bien et là où il faut encore progresser en leur donnant des pistes individualisées de comment faire pour progresser. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette littérature, donc l'effet est énorme, c'est vraiment le plus élevé. Et pareil, ça nécessite de la formation, et ça néccite d'avoir des classes pas trop importantes. Donc c'est là qu'on voit qu'on pourrait utiliser nos classes pas trop importantes pour faire ça. Mais ce qui est intéressant dans la revue littérature de l'EEF, c'est qu'ils distinguent entre des feedbacks positifs qui ont des effets très importants, et justement ils insistent sur le fait que le feedback doit aussi être positif. C'est-à-dire que le feedback doit dire à l'élève pas seulement ce sur quoi il faut qu'il retravaille parce que c'est pas terrible, ce qu'on a beaucoup tendance à faire dans notre système éducatif, parce qu'on pense que c'est ça qui va aider les élèves en fait, c'est en leur disant ben non là ça va pas, t'as pas réussi à faire ça, etc. Il faut faire aussi beaucoup de feedback positif en disant c'est super, t'as progressé là-dessus, je suis très contente que tu aies réussi à faire cette chose-là, même si là, et on va essayer de retravailler, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est présent dans cette revue de littérature sur le feedback, c'est l'importance du positif, de l'encouragement dans le feedback. Je vais juste prendre cet exemple-là, parce qu'en fait, il va me servir, cet exemple-là, à vous montrer l'impact sur l'insertion professionnelle. Donc, c'est un programme qui a été mis en place à Montréal,
qui était uniquement pour des enfants défavorisés, donc très défavorisés, entre 7 et 9 ans. Et c'est un programme qui a travaillé 2 compétences de manière assez intensive: le contrôle de soi, donc le contrôle de son impulsivité, et les habilités sociales, c'est-à-dire les habilités de coopération et de respect des autres. Et ce programme, il a montré, il a montré déjà des effets très importants sur justement les compétences sociales. Donc là, je n'ai pas forcément le temps de détailler ces courbes, donc je vais passer, mais en tout cas, je vais vous donner le message principal, c'est que les compétences sociales des enfants ont été très développées. Elles ont en fait rattrapé le niveau des enfants favorisés qui n'étaient pas éligibles à ce programme. D'autre part, l'éducation, donc quand on regarde à très long terme, l'obtention du bac, ils avaient 8 ans quand ils ont reçu le programme, il y a une augmentation de 14 points. Là, ici, c'est la barre bleue par rapport à la barre rouge qui sont les contrôles. La barre bleue, on voit une augmentation de 14 points de la probabilité d'avoir le bac. Il ne rattrape pas complètement les élèves qui n'étaient pas des élèves éligibles parce que justement, ils étaient des élèves qui allaient bien, mais l'écart est extrêmement réduit. Et en fait, pourquoi je prends cet exemple en particulier? Parce que ce qui est extraordinaire, donc ça c'est un travail de Yann Algan et d'Elisabeth Bisley, ils ont pu suivre ces enfants qui avaient reçu le programme à 8 ans jusqu'à l'âge de 37 ans. Et à l'âge de 37 ans, ce qu'ils ont pu voir, c'est une augmentation des revenus annuels, une baisse de l'inactivité. Donc en fait, des effets très importants de ce programme qui était vraiment sur les habiletés sociales jusqu'à l'âge adulte, des effets extrêmement intéressants qui ne se limitaient évidemment pas au champ scolaire. Et également des effets sur la société en général, parce qu'il y a une baisse de la criminalité, une baisse du nombre d'arrestations, une baisse du niveau de dépendance aux prestations sociales. Et en fait, là, les auteurs ont fait un calcul de rentabilité, ce sont des économistes, on ne peut pas leur en vouloir, ils font des calculs de rentabilité des politiques publiques. Ça, c'est ce que le programme a coûté, donc quand les enfants avaient 7, 8 et 9 ans. Et la partie positive, c'est tout ce qu'il a rapporté, ce programme. Donc essentiellement parce qu'il a rapporté des salaires supplémentaires, mais aussi parce qu'il a diminué les transferts sociaux, aussi parce qu'il a diminué la criminalité, c'est le violet foncé, il a réduit le nombre de redoublements, et il a limité les besoins en special education, donc type RASED ou Ulysse, etc. Et donc, en fait, ce programme se finance lui-même fois 11. Donc, pour 1 euro dépensé dans le programme, on a 11, enfin, c'est des dollars, on a 11 dollars de gagnés, entre guillemets, si on fait toute la somme de ces bénéfices, à la fois individuels et sociaux. Donc, l'éducation, ça rejoint ce qu'on a beaucoup entendu ce matin, c'est un investissement qui se finance lui-même, l'éducation, parce que en fait, les rendements sont tellement élevés. Mais surtout, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui ne portait que sur les compétences comportementales et qui a ces effets extrêmement positifs. Alors, je conclus et ensuite, je fais mes recommandations. Donc, première conclusion, nous avons en France un important déficit en compétences sociales et comportementales. Deuxièmement, ces compétences sociales et comportementales jouent un rôle important dans la réussite scolaire, dans l'insertion professionnelle, et elle a aussi, ces compétences ont des externalités positives sur la cohésion sociale, la dépense publique. Et bonne nouvelle, on peut les changer, on peut les transformer. On voit que les programmes arrivent à modifier, donc ce n'est pas quelque chose de donné pour toujours, au contraire. Donc, que faire pour l'école? 3 points, mais ces 3 points que j'ai parce que c'est les points sur lesquels je travaille, mais il y en aurait d'autres évidemment. Travailler sur le développement de l'apprentissage coopératif pour entraîner les capacités de coopération, de collaboration entre enfants. Travailler sur l'état d'esprit de développement de manière beaucoup plus à rentrer dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire, là, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était une association qui venait 3 fois par an dans le collège. Donc, en fait, en formant les profs et les parents, on pourrait peut-être avoir un effet beaucoup plus important que juste en comptant sur des acteurs extérieurs à l'éducation nationale qui viennent sensibiliser les enfants pour essayer de changer leur état d'esprit. Et puis, des méthodes d'évaluation. L'évaluation des élèves, c'est un problème important parce que la façon dont on évalue les élèves est assez contradictoire avec justement ce feedback positif, encourageant qui aide à progresser, dont on a vu qu'il avait un effet très important. Donc, il faut augmenter, réformer les contenus de formation des enseignants, à la fois initial et continu, en ce sens,
parce que ça suppose de former. Les profs ne peuvent pas inventer tout seuls. Ça se fait dans les autres pays. Dans les autres pays, on utilise l'apprentissage secondaire impératif, on utilise le feedback, d'autres méthodes d'évaluation que la méthode française. L'état d'esprit de développement est beaucoup plus présent, mais il faut former nos enseignants à ça. Et puis, les parents aussi, pourquoi pas, hein, les parents sont aussi les acteurs centraux de l'éducation avec les enseignants. Donc, on peut former les parents aux pratiques pédagogiques et aux attitudes qui développent ces compétences sociales et comportementales. Et donc, je finirai sur ce slide. En fait, on est en train de mener 2 expérimentations à grande échelle. L'une qui concerne les enseignants, Motivation, et l'autre qui concerne les parents, 1, 2, 3 CP, qui justement sont des programmes qui essayent de former les parents et les enseignants à développer ces compétences chez leurs enfants. Je vous remercie.